Ça, c'est pas possible. Et qu'est-ce que tu fais de la double actualisation? Cool. Oui, pour montrer que Moi, je pensais qu'il allait dérouler quelque chose. En fait, il savait pas du tout où il allait. je suis pas à payer 40 euros. 40 euros. Très dommage. C'est pas une bonne stratégie, ça agace au bout d'un moment. En vrai, il a glissé, il commence à se noyer. On va stresser pendant toute la vidéo maintenant. Bonjour et bienvenue sur ce spin-off de The Finance Games où nous allons visionner ensemble l'entretien de Grégoire, étudiant à l'ENSAE et vainqueur de son duel contre HEC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Samy, membre du jury de The Finance Games, ancien trader avec plus de 10 ans d'expérience sur les produits exotiques, sur les commodities. Salut Samy, comment vas-tu? Salut Jihad, ça va très bien et j'ai hâte de retrouver mes petits étudiants. Moi de même. Je vais rapidement, si ça te va, te rappeler le principe de ce qu'on va faire aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur ajoutée, que ça soit via nos conseils, via la correction des questions, des insights, des astuces, ou même, si l'inspiration nous vient, des petites anecdotes. J'espère que ce format un peu plus décontracté vous plaira, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément. Et avant de commencer, pour toutes celles et ceux qui voudraient vraiment se préparer aux entretiens de finance, que ce soit en M&A ou en finance de marché, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le QR code qui s'affiche à l'écran, ou alors via le lien en description. Le rendez-vous est gratuit, et pendant cet appel, vous ferez le point. Vous aurez accès à des précieux conseils et vous recevrez gratuitement des ressources et une feuille de route précise pour préparer vos entretiens en finance. À la base, ce n'était pas du tout prévu, mais en discutant avec la prod, la réal, le jury, on s'est dit qu'on devait absolument mettre en place ce projet et durant cet épisode, on va vous faire une grosse annonce qui vous concerne directement et qui est évidemment liée à The Finance Games. On vous explique tout ça dans quelques instants, donc bon visionnage. Samy, t'es prêt? Toujours prêt. Ok, bah alors c'est parti. Je me présente, je m'appelle Grégoire Marguet, je suis étudiant à l'ENSAE. J'ai choisi d'intégrer l'ENSAE. Alors, ce qu'on voit, c'est des petits détails, mais là, tu vois, la posture, il est très souriant, c'est extrêmement positif. En revanche, il est complètement collé à l'arrière de son siège. Pour reprendre les termes d'un de nos bons compagnons, il n'est pas assez assertif par sa posture. En réalité, on ne se met pas comme ça. En plus, il est assez grand. Donc, on se met plutôt droit, plutôt en avant, plutôt vers le jury, de manière à engager cette conversation. Donc, c'est des tout petits détails, mais en fait, le langage non verbal dès les premières secondes de l'entretien, ça situe véritablement le candidat. Ok, ouais, très intéressant, je n'avais pas forcément remarqué. Et après avoir fait une prépa scientifique en filière MP, donc maths physique, et j'ai choisi cette école car j'avais un... C'est vrai que maintenant que tu le dis, on a cette impression justement, pas je suis sur mon canapé, mais presque quoi. Exactement. Ouais. grand intérêt pour les marchés financiers, et l'école est assez renommée pour former les métiers de ce domaine, c'est pour ça que je l'ai choisi. Qu'est-ce que tu penses toi de l'ENSAE comme école? La finance est effectivement devenue un champ quantitatif majeur. Alors, je dis devenu parce que c'était pas vrai dans les années 80 à 2000. C'était l'époque des Golden Boys, des mecs qui étaient vendeurs de voitures, passés par broker et les meilleurs étaient traders. Désormais, il faut des compétences en informatique, il faut des compétences dans les domaines quantitatifs, en maths. Et donc clairement, l'ENSAE est une des meilleures écoles pour ça. Totalement aligné avec toi. Je pense que l'ENSAE, moi dans mon parcours, j'ai vu tellement de mecs de l'ENSAE, c'est une des écoles top target en finance de marché. Très clairement. Que ce soit Société Générale, BNP ou même dans les banques américaines. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une école que tu peux faire avec un cursus de voie éco en prépa. Exactement, ouais, j'ai un ami qui fait ça. Ils ont ouvert peu de places, mais ils ont quand même ouvert des places à des mecs qui sont en prépa éco. Après, c'est quand même très très compliqué. Hein. Je pense que c'est niveau ESSEC, voire HEC, d'avoir l'ENSAE via l'éco. Et c'est des profils très matheux, c'est éco, voie scientifique, donc c'est des gens qui font beaucoup de mathématiques, qui ont des prédispositions très importantes, et donc qui s'épanouissent ensuite avec des composantes un peu plus analytiques, un peu plus quantitatives que les cursus qu'on a usuellement dans les écoles de commerce. Totalement aligné. Une fois arrivé à l'école, j'ai effectué ma première année. J'ai vraiment apprécié avoir mes premiers cours. Alors, 4 E dans la même phrase, ça c'est pas possible. Donc ça, c'est un tic qui est communément répandu. Moi-même, j'abuse du E, mais les E et les du coup, il faut vraiment les rayer. Attention, ouais. On perd en précision, on perd en lisibilité, mais du coup, on perd en assertivité. Non, non, alors, je suis totalement aligné avec toi et je vais un peu appuyer ce que tu dis. Je fais énormément de E et je pense que là, pendant la vidéo, vous allez voir que j'en fais également énormément. Voilà. Mais on va stresser pendant toute la vidéo maintenant. Dans le cas d'une présentation, vu que c'est la première minute ou les premières 2 minutes, il faut vraiment faire attention de ne pas mettre de E, quoi. Donc, exactement. Cours d'économie, surtout les cours d'économie bancaire et financière. Et j'ai aussi énormément apprécié le socle technique de mathématiques, donc théorie des probabilités, etc. Durant cette année, à la fin de cette année, j'ai fait un stage de recherche en machine learning, où j'ai pu m'intéresser de près aux
un problème d'apprentissage par renforcement. Alors ça, c'est très bien. De plus en plus, sur les desks de trading, on utilise des méthodes de machine learning. C'était pas le cas. On utilisait historiquement les méthodes stochastiques, le Monte Carlo pour pricer, ou alors ce qu'on appelle les formules fermées. Donc là, c'était du calcul analytique. Désormais, de plus en plus, le machine learning sert à la calibration, sert même au pricing. Et donc, avoir ce type de formation, c'est extrêmement bien. Et donc, je conseille à tout le monde, si dans le cursus, nativement, il n'y a pas ce type de module, d'en suivre à côté. Il y a beaucoup de modules en ligne qui permettent d'acquérir ces compétences. C'est extrêmement apprécié et ça sert désormais, même pour de l'analyse de marché, par exemple, de manière très commune. Non mais exactement, je te rejoins et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle sur Derivatives, notre partenaire, on a un module en machine learning qui a été réalisé puisque justement, comme tu le disais, cette demande de savoir exactement ce qu'est la régression linéaire, comment on l'applique et les questions liées aux entretiens sur tout le plan régression linéaire, régression logistique, arbre de décision, forêt aléatoire, etc. Tout ça, c'est des choses qui tombent en entretien, d'autant plus quand on a un profil quantitatif comme celui de Grégoire. C'est ce que j'appellerais des incontournables, des must-have pour les entretiens. Et donc lorsqu'on m'a proposé l'opportunité de participer à The Final Game, j'ai tout de suite accepté car moi j'aime beaucoup les défis et un défi de ce genre, je me devais de l'honorer. Donc j'ai donné le maximum et j'espère aller le plus loin possible. Merci beaucoup pour ta présentation. Alors un petit point sur la présentation de Grégoire, moi je la trouvais quand même assez plate dans le sens où il retrace son CV. Et ce que je dis toujours, c'est que lors d'une présentation, on a le CV devant, en plus là littéralement on a le CV devant nous. Si le candidat ne nous apprend pas quelque chose de nouveau, en fait ça fait très plat, très monotone et on n'apprend rien de nouveau. Alors, c'est une très bonne remarque. La présentation, effectivement, elle ne vise pas à tenir des propos redondants, elle vise à éclairer les choix. Elle vise à renforcer. On ne peut pas tout mettre dans un CV. Beaucoup de candidats disent, mais moi, je ne peux pas tout mettre en une page. Si, tu mets tout en une page, mais synthétiquement, et l'oral te permet de développer. C'est comme ça qu'il faut concevoir l'entretien. Donc, finalement, c'est très simple. Tout ce que tu n'as pas pu mettre, mais que tu aurais voulu mettre dans ta page, eh ben, c'est ce que tu dois développer ensuite en entretien. Donc, bien évidemment, il faut redonner la cohérence. Surtout le sous-texte. On ne sait pas ce qui a guidé les choix, on ne sait pas ce qui a été intéressant. Il a dit quand même, tu vois, par exemple, j'ai apprécié les cours d'économie fondamentale, j'ai apprécié les cours plus quantitatifs. Ça, c'est un petit éclairage qui vient ajouter de la qualité et de la lisibilité au CV. Donc, complètement aligné avec toi. Alors moi, ce qui m'a interpellé, c'est que tu as intégré l'ENSAE parce que tu étais intéressé par les marchés financiers. Personnellement, quand j'ai intégré mon école, donc l'EDEC, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire encore. Donc la question naturelle qui me vient, c'est d'où t'es venue l'envie initiale de faire de la finance de marché? Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à t'orienter vers la finance de marché? Bien, à l'origine, en terminale, je savais pas vraiment. Alors, ça, c'est une question qui revient tellement souvent. Peu importe le milieu dans lequel vous allez vous orienter, pourquoi ce milieu? C'est quelque chose qui revient tout le temps. Il faut clairement éviter de faire des réponses trop génériques. J'aime les maths, donc je suis allé en finance de marché. Je sais pas combien de fois tu l'as entendu, Samy, celle-là. Essayez vraiment de construire un storytelling à travers votre passion pour la finance de marché. Alors bien évidemment, on est conscient que personne n'est vraiment hyper passionné par la finance de marché, ou en tout cas Yann et Salomon. Très peu de personnes sont vraiment passionnées par la finance de marché, mais ça n'empêche pas d'avoir une pointe de sincérité quand vous parlez de pourquoi vous avez choisi la finance de marché. Et ça, c'est des questions qui se préparent, c'est des questions qui vont revenir très souvent, et par conséquent, c'est des questions sur lesquelles on va vous attendre, et on va justement attendre une réponse différenciante des autres candidats. Ce que je voulais faire, je savais que j'aimais bien les matières scientifiques, les maths, la physique, c'est naturellement que je suis allé en prépa scientifique. Et ensuite, au fur et à mesure des années de prépa, je me suis rendu compte que je préférais largement les mathématiques à la physique, et donc j'ai commencé à m'intéresser aux différents domaines d'application des mathématiques, et je me suis pris d'intérêt pour les marchés financiers, et en particulier dans leur dimension quantitative, et c'est un secteur qui m'intéresse puisque c'est un secteur dans lequel je pourrais appliquer les techniques que j'ai apprises en mathématiques pour faire du PNL. Ok, mais ne penses-tu pas que... Donc voilà, justement la polémique était là. Est-ce qu'il a placé ou non le mot dans sa présentation? Clairement, il n'a pas placé le mot dans sa présentation, il l'a placé dans une question qui est venue après sa présentation. D'où le point en moins qu'on lui a retiré. L'arbitrage vidéo fait foi. Voilà, donc là on a demandé la VAR. ce domaine d'application des mathématiques aurait peut-être été plus riche dans l'IA, dans le secteur tech? Eh bien, comme je l'ai dit dans ma présentation tout à l'heure, cet été j'ai fait un stage de machine learning et je pense que ce sont deux domaines facilement, je veux dire, on peut facilement les rassembler. Il existe beaucoup de postes où on est amené à travailler avec des méthodes de machine learning par exemple, et donc moi j'aimerais beaucoup, à travers un métier dans une banque par exemple, utiliser et des connaissances des marchés financiers acquises à l'ENSAE et aussi des compétences différentes, pourquoi pas du machine learning pour appliquer des méthodes quantitatives. Très bien. Je trouve sa réponse très très bonne, dans le sens où on commence à construire la cohérence de son parcours. L'ENSAE, méthode quantitative, finance, stage de pré-master, donc cette volonté d'appliquer ce que j'ai appris en finance.
ce que je pourrais donner comme conseil, juste pour une pointe d'amélio, c'est d'être plus précis sur justement tous ces modèles mathématiques, modèles de machine learning vus et étudiés en stage et des champs d'application précis en finance. Donc là, on passerait du niveau très bon au niveau vraiment excellent. On sait ce que veut faire le gars. Typiquement, il y a des métiers type quant, quant trader, trader XO, etc. où en fait, on va vraiment utiliser tout ça. Il faut parler avec des professionnels du milieu pour savoir un petit peu les champs d'application de ce qu'on étudie académiquement et comment ça peut se transposer professionnellement. C'est très bien ce qu'il a dit, mais disons que pour passer au stade au-dessus, ce serait vraiment d'avoir un champ d'application. Ok, académiquement, je fais ça. Professionnellement, ça se retranscrit comme ça et c'est exactement ce que je veux faire. On fait une courte pause pour vous présenter notre sponsor et partenaire Trade Republic. Je suis très content de travailler avec eux car j'utilise leurs services au quotidien. Pour 3 raisons. Premièrement, le compte courant est rémunéré. Et au moment où je fais cette vidéo, il s'agit de 2% d'intérêt brut par an versé tous les mois. Alors ce n'est pas révolutionnaire sur le papier, mais c'est de l'argent que les banques traditionnelles ne vous versent pas. Ensuite, il y a le Roundup qui vous permet d'épargner en arrondissant vos achats à l'euro supérieur. Enfin, et je vous avoue que c'est la raison principale, il n'y a aucun frais de tenue de compte et même aucun frais à l'ouverture du compte. Alors, si tu n'as pas déjà de compte Trade Republic, je t'invite vraiment à essayer ce service et à ouvrir un compte via le QR code qui est affiché à l'écran ou alors via le lien en description. Ce qui me marque aussi avec ton CV, c'est ce dont on discutait juste auparavant, l'absence de loisirs. J'ai pas réussi à savoir ce qui te plaisait. Au vu de ta taille, j'ai fait un pari, je me suis dit que peut-être tu faisais du basket. Ah non. Même pas. Donc alors dis-nous en plus un peu sur tes loisirs. Bien sûr. Bah, moi, je suis un gros joueur de tennis. J'aime beaucoup ce sport. D'accord. C'est mon sport depuis que je suis petit. Et j'ai fait aussi du football étant plus jeune. Et j'ai repris cette année à l'ENSAE avec l'équipe de l'école dans les championnats universitaires. C'était un vrai plaisir. Et sinon, en dehors des sports, j'aime plutôt bien le cinéma. Je vais souvent voir les grands films qui sortent, etc. Mais mon centre d'intérêt numéro 1, c'est quand même le sport. D'accord. Alors, 2 choses. D'une part, on met les passions. Et c'est très important. Moi, je connais des candidats qui ont été pris sur ça. Des gens qui font du machine learning, qui ont fait l'ENSAE. Il n'y a que ça. À un moment, on choisit aussi un être humain. On choisit quelqu'un avec qui on va discuter, passer des moments dans l'adversité, mais aussi les moments les plus agréables. 10, 12 heures par jour. Bien évidemment que c'est presque plus important que des micro-détails techniques. Donc, ne sous-estimez pas cela. Nous sommes des êtres humains. Et à ce titre, les passions sont importantes. Déjà, elles permettent de vous sauver parfois. Parce que quand un entretien est un peu difficile, ça vous donne l'occasion de briller parce que vous êtes épanoui ailleurs et donc vous pouvez exprimer des qualités qu'on n'aurait pas perçues dans l'entretien. Et puis ça permet de créer des connexions parfois parce qu'on se rend compte qu'on a une passion en commun et un entretien peut complètement changer sur ce type de connexion. En jeu, tout Mais bien simplement. évidemment. Et quand l'affect entre en jeu et que vous avez fait une bonne prestation, c'est gagné. Et moi, j'irais même un peu plus loin, et d'ailleurs, c'est le moment de vous donner une petite anecdote sur ça. Moi, j'ai l'histoire d'un gars qui a explosé ses entretiens, profil très quantitatif, Master El Karaoui, grosse école d'ingé, rien à redire. Sauf que les mecs, ils ont flippé sur le desk. On lui a posé la question « Qu'est-ce que tu fais le week-end ?» Et le gars a répondu « Je vais à la bibliothèque et je lis des livres, des modèles de Volsto. » Et en fait, ça a complètement effrayé les mecs. Alors, c'était pas un desk de quant. Non, au contraire, Ouais, ils auraient dit au- « Ah bah comme nous !» Au contraire. Tu lis quel livre? Pour les comptes qui nous regardent, c'était une blague. Hein. Oui, voilà. il faut comprendre que avoir des passions, ça permet vraiment, comme tu disais, de connecter de manière plus simple, plus facile et plus rapide. Bon là, malheureusement, il n'y avait aucun de nous qui jouait au tennis. Mais tu vois, Si, moi, je joue au tennis. tu joues au tennis. Oui, Mais t'as mais pas fait j'avais de pas. remarques. Non, parce que en plus, alors c'est drôle, hein, à ce moment-là, quand il a parlé de tennis, je me suis dit, il est pas solide sur ses appuis. Et donc, j'avais pas envie que de le mettre en difficulté. Il a Qu'est-ce qui pas t'a mis- fait penser? Bah ça, c'est drôle. Qu'est-ce qui t'a fait penser? Non, non, il a un physique où il peut être très bon. Et simplement, comme il n'en a pas parlé, il le dit là, il est vite passé à autre chose, il a mélangé un peu de tout, il y avait des choses qu'il faisait bien. Le cinéma, il n'est pas passionné de cinéma, ça se sent. Le tennis, j'avais un doute, mais j'avais pas envie de le coller en disant est-ce que t'es classé, qu'est-ce que tu fais. Ok. Donc, on a avancé, et c'est un peu dommage parce que peut-être qu'il m'aurait impressionné à ce moment-là. Je me suis retenu parce que déjà, il l'avait pas mis, tu l'as questionné, il l'a dit, donc on est passé à autre chose. Dites-nous en commentaire si vous voulez voir le match Tammy Grégoire, histoire de résoudre ce petit, ces petits différends entre les deux. Est-ce que si tu pouvais choisir comme ça, dans un chapeau, ton job de rêve dans une salle des marchés, qu'est-ce que ce serait? Un job de quant, je pense, pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, appliquer les méthodes quantitatives au marché financier et utiliser une sorte de double casquette machine learning et finance. Donc effectivement, investir, Voilà, très cohérent, impeccable, c'est, Parfait. je pense... faire du trading Oui. à travers les méthodes. D'accord. Exactement, et les appliquer pour essayer de mettre à profit les compétences financières et les compétences de machine learning. Mais ce qui m'intéresse aussi, À ce stade de l'entretien, j'étais un peu dubitatif. Il n'a répété que le même mantra. Je veux appliquer les méthodes quantitatives, je veux appliquer les méthodes quantitatives. Alors certes, c'est bien pour être compte, mais encore une fois, nous ne cherchons pas un robot, nous cherchons un être humain. Et là, ça commençait moi à me gêner. C'est-à-dire que finalement, il avait un discours assez convenu, j'avais l'impression qu'il n'avait pas d'aisance intellectuelle qui lui permettait de prendre des risques dans l'adaptation de ses réponses à nos questions, et il était un peu en boucle sur le même discours. Donc
attention, c'est très bien ce qu'il a dit, c'était dans le mille, mais si vous le répétez 10 fois, ça s'épuise un peu. Ça perd de son authenticité. Absolument. C'est que tu dis que tu es intéressé par les marchés financiers, mais tu parles beaucoup de quant, donc c'est vraiment la partie quantitative qui t'intéresse, au-delà vraiment même de ce qu'on appelle la macro, etc., des développements économiques. J'essaie de mettre le doigt sur ce qui t'intéresse vraiment. Moi, c'est vrai. Donc là, on voit bien, le but de Salomon, c'est vraiment d'aller le chercher, d'aller le titiller, puisque je pense qu'il a remarqué exactement comme toi, le fait de répéter cette logique de je veux appliquer les maths en finance, et bien là, vient le moment où Salomon lui dit, ok, tout ce qui est macro, qui compose vraiment la finance, ça t'intéresse ou pas? Parce que j'essaie vraiment de mettre le doigt dessus. Et je trouve que cette question, elle est pas mal, et on va voir comment justement Grégoire s'en sort. Vraiment l'accord des deux qui m'intéresse, c'est-à-dire la rencontre entre, par exemple, les théories mathématiques et leur application dans des domaines bien concrets, comme celui des marchés financiers. Et je pense qu'il est indispensable d'avoir une bonne connaissance des marchés financiers, de la macro, de ce qui s'y passe, etc., pour pouvoir appliquer correctement ces méthodes quantitatives. On ne fait pas l'un sans l'autre. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la convergence de ces deux domaines. Je trouve cette réponse, encore une fois, bonne, mais elle aurait été très bonne, voire excellente, avec juste un petit exemple. Typiquement, j'ai vu ça en cours. Ok, on a vu ce modèle-là pour juguler l'inflation, et je trouve ça passionnant de le voir comment, en fait, la BCE utilise ce modèle-là, les limites, machin. Et là, d'un coup, on donne beaucoup plus de relief à ce qu'on dit, beaucoup plus de sincérité, d'authenticité, et donc là, pour le coup, il nous aurait tabassé, quoi. Alors, puisque tu t'intéresses à ce domaine-là, est-ce que tu t'es un petit peu renseigné pour quels sont tes modèles en termes de fonds ou de personnages qui ont réussi dans ce domaine-là? Est-ce que tu as une idée du genre de structure que tu aimerais intégrer à terme? Oui, un des personnages dans lequel je me retrouve assez bien, je ne sais pas si vous connaissez son nom, c'est monsieur Yves Chouet-Paty, qui est président, directeur général de l'entreprise qu'il a créée, Tobam, c'est un fonds d'investissement. Et donc son objectif à lui, c'est il est diplômé d'ENSAE et il veut mettre à profit tout ce qu'il a appris et les méthodes quantitatives pour essayer d'avoir, à travers des différentes stratégies, notamment de diversification de son portefeuille, d'avoir les meilleurs résultats possibles. Très bien, moi je trouve que c'est quand même un exemple très précis. Il n'est pas tombé dans le truc très mainstream, donc je pense que c'est un alumni de son école qui est peut-être venu faire une conférence, etc. C'est sûr. Au final, c'est très bien parce que ça montre que la personne participe à des conférences quand il y en a, ça montre que la personne s'intéresse aussi à des trucs assez niches, et c'est vrai que la réponse assez bateau, c'est de sortir Warren Mark Buffett, Simmons, Gordon Gekko. Voilà. Petite pause. Pour celles et ceux qui veulent s'orienter en finance et qui sont vraiment motivés, vous pouvez bénéficier d'un appel gratuit. Et lors de ce rendez-vous, vous ferez le point, mais vous aurez aussi accès à une offre exclusive de notre partenaire Derivatives, un organisme spécialisé dans la préparation des entretiens en finance de marché. Et pour le M&A, nous travaillons également avec un organisme qui met à disposition des experts encore en poste pour vous accompagner dans votre préparation. Les experts sont très qualifiés, les cours sont très pratiques, ce qui amène à des résultats excellent. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à flasher le QR code qui apparaît à l'écran ou bien à cliquer sur le lien en description. D'accord. Quels champs des mathématiques sont utiles en finance de marché? Lorsque vous me posez cette question, la première réponse qui me vient, c'est la théorie des probabilités, puisque finalement, tout ce qui est pricing de produits, décision d'achat, de vente, etc., c'est toute une question de probabilité. Alors là, c'est pas vrai. Décision d'achat de vente, c'est pas une question de probabilité. Donc là, il commet une erreur technique, je laisse passer, sciemment parce qu'on va pas rentrer dans les détails et parce que c'est un junior. Un senior me dit ça, là on s'arrête et on fait la fin de la discussion là-dessus. Donc en premier lieu, je dirais les probabilités, et après, toutes les techniques qui sont utilisées pour calculer ces probabilités et essayer de les estimer sont aussi nécessaires. C'est-à-dire par exemple, une méthode de Monte Carlo qui provient de la physique, qui provient originalement de la physique, elle va être très utilisée en finance pour essayer d'estimer empiriquement des probabilités d'événements pour calculer le prix des produits, par exemple. Si le monde de la finance de marché... Alors ici, je sais que tu trouvais sa réponse incomplète puisqu'il n'avait pas parlé par exemple du calcul Stowe. La théorie des probabilités telle qu'il l'annonce, oui c'est vrai, le calcul Stowe et la théorie des probabilités c'est en cohérence totale. Simplement, je voulais qu'il soit un peu plus précis. Je pense que première erreur, quand tu commences à étudier les marchés financiers, tu sais que c'est de la théorie des probabilités. C'était un peu générique, un peu imprécis. Alors il a cité Monte Carlo et ça c'est bien, et en plus il a pu l'expliquer à peu près correctement. Mais derrière, on parle de la théorie des mouvements browniens, qu'on appelle le calcul stochastique, qui permet de manipuler ces processus mathématiques très particuliers. Donc là, j'attendais quand même un petit peu plus de précision. Donc jusque-là, on est bien, mais encore une fois, c'est parce que c'est quelqu'un de junior. Il y a beaucoup de choses qu'on a laissé passer, que moi, j'aurais pas laissé passer du tout sur un entretien de plus senior. C'est trop imprécis. C'est très bien d'avoir ce genre de feedback. Pour celles et ceux qui nous écoutent, le but, c'est vraiment d'aller chercher du détail, parce que Grégoire est très bon. Pour un junior qui n'a pas d'expérience, c'est déjà excellent comme type de prestation. Le but ici, c'est de vous montrer ce que serait, ou en tout cas, quelles sont les attentes en entretien, et donc vraiment analyser, limite mot par mot, l'entretien de Grégoire. C'est aléatoire. À quoi servent les traders? Les traders, ils servent d'abord à essayer de
de quantifier l'aléatoire. Donc même si par exemple j'ai 20% de chance de gagner un jeu, ça a beau être aléatoire, je sais que j'ai 20% de chance de gagner ce jeu. Donc comment je vais pouvoir faire pour essayer d'en tirer profit? Et peut-être que certaines personnes veulent jouer à ce jeu, d'autres non. Et comment moi je peux faire au milieu de ça pour tirer mon épingle du jeu? Est-ce que tu es d'accord avec la définition de ce que c'est Pas un du trader? tout. En fait, il y a différents types de traders. Un trader dans une banque, son métier, c'est de gérer les risques inhérents à la vente des produits financiers. La gestion des risques implique effectivement la compréhension de processus dits stochastiques, processus aléatoires. Après, on peut aussi avoir d'autres types de traders, notamment dans les fonds, qui est ce qu'on appelle des prop traders, donc des gens qui font de l'investissement avec de l'argent qu'on leur a confié. À ce moment-là, effectivement, c'est un peu différent. Il y a de la gestion des risques, il y a aussi de la prise de décision, de l'analyse macro, de l'analyse micro, de manière à investir. C'est un peu différent, c'est deux métiers, et puis on a une troisième, enfin deux autres catégories de traders pour aller très vite, les arbitrageurs, ceux qui sont là juste pour détecter des anomalies et essentiellement statistiques sur les marchés. Le dernier type de traders que tu vas rencontrer, c'est les market makers purs, et donc c'est des gens qui vont strictement faire de l'intermédiation en réalité sur différentes classes d'actifs. Donc voilà, tu as vraiment beaucoup de types de traders différents et le niveau notamment de maîtrise quantitative n'est pas du tout le même selon les métiers que tu vas exercer. Totalement aligné avec ça. Et je sais pas si tu l'as dit, mais un autre truc, les hedgers, tu sais, en banque où tu mets en place des stratégies de couverture, typiquement ce que tu faisais, je pense. Ça, c'est le risk management. Voilà, ok. Ça veut dire qu'il y a une notion d'utilité lorsqu'on estime les probabilités dans le cadre d'une démarche de trading. Eh bien, l'utilité, elle provient du fait que les marchés financiers, leur objectif premier, c'est de mettre en relation, par exemple, les gens qui veulent prêter leur argent avec ceux qui en ont besoin pour faire fonctionner les entreprises, etc. Et le trader, il est au milieu, il essaye de donner un prix juste aux bonnes choses pour permettre que les deux parties s'y retrouvent et que lui puisse aussi tirer son épingle du jeu au milieu. Voilà, ça, en revanche, c'est une composante chez tous les types de traders. Il faut être capable de fixer la valeur des actifs financiers à tout moment. Et donc, ça, c'est véritablement, effectivement, au cœur du métier. En revanche, il n'a pas du tout compris ma question. Je parlais d'utilité, mais l'utilité au sens économique du terme. La fonction d'utilité. Bon, mais il est passé à côté. On va y répondre. Alors, quelle est la fonction d'utilité? Donc, fournir de la liquidité. Tu as l'utilité sociale et la fonction d'utilité mathématique. Moi, je parlais de la fonction d'utilité mathématique. On dit en théorie économique qu'en fait, les agents n'ont pas tous la même fonction d'utilité. Je prends un exemple. Tu es chauve. Il n'y a pas de rapport avec la discussion qu'on avait eue. Quelle est ta fonction d'utilité prix à un peigne? En fait, ta fonction, elle est flat. Tu t'en fiches, en fait. Que le peigne soit gratuit, pas gratuit, il te sert à rien. Tu as une chevelure développée. À ce moment-là, tu as une fonction d'utilité liée au prix du peigne, c'est-à-dire que selon le prix, ton envie d'acheter ce peigne ne va pas être le même. Et c'est pas une fonction linéaire. Entre 0 et 20 centimes, bon, bah, c'est probablement pareil. Au-dessus de 5 euros, tu n'as plus d'envie d'acheter. Donc, tu as une courbe comme ça. Et cette courbe-là, on l'appelle la fonction d'utilité. Donc c'est ça que j'attendais. En théorie économique, les agents ont des fonctions d'utilité différentes et visent à maximiser, non pas les niveaux de prix, mais leur fonction d'utilité, c'est-à-dire le bénéfice qu'ils retirent de l'achat ou de la vente d'un actif. Ensuite, il y avait effectivement la deuxième manière de comprendre la question, qui était quelle l'utilité sociale. Il aurait pu répondre comme ça, parce que j'ai pas parlé de fonction Moi, c'est comme ça, d'utilité. voilà, c'est comme ça que je l'avais compris. Alors, l'utilité sociale, ça va être plutôt fournir de la liquidité, faire rencontrer justement les agents économiques. Moi, j'ai un besoin, toi, tu as envie de vendre ou de lever des fonds. Bah, en fait, la finance de marché va faciliter ces échanges, va aussi standardiser et imposer un cadre sécurisé pour justement échanger à travers le monde, en fait, à travers les différentes places financières. Mais voilà, ça, c'est les 2-3 grosses utilités sociales. Et véritablement la mission ultime dont on a un peu parlé, la fixation de la fair value, c'est-à-dire la découverte de la valeur, la machine des marchés financiers qui le permet. C'est une technologie, c'est de l'ingénierie. Moi, j'aime bien dire ça, la finance de marché, c'est l'ingénierie de la découverte du prix et de la valeur. Totalement aligné. Comment se fait-il que parfois les modèles ne fonctionnent plus? Pourquoi les crises financières arrivent plus souvent qu'on ne croit? Déjà d'une part, ça reste de l'aléatoire et c'est soumis aux calculs qu'on peut faire. Et quand bien même on a confiance dans les modèles, ils pourraient être imprécis, même si j'ose penser que de nos jours, on tend à être de plus en plus précis avec les nouvelles techniques sur les modèles. Et puis, il y a aussi tout un tas de facteurs exogènes qui pourraient intervenir. Même si ils doivent être pris en compte dans les modèles avec de faibles probabilités, on peut imaginer que si un événement très important venait à survenir, bah, peut-être que ça changerait le cours des choses et ça mènerait à réévaluer la situation. Alors, liaison peut-être avec la partie macro. D'après toi, les modèles algorithmes, Je trouve que là, il a très bien répondu à la question. Il a su un peu prendre du recul. Enfin, je trouvais que ça donnait encore une fois un peu plus de relief. On sent qu'il voilà, il comprend que les modèles, c'est pas toujours efficace, efficient. Et surtout, il sait expliquer pourquoi. Que les modèles sont entraînés sur de la data. Et donc, en fait, s'il y a un nouvel événement qui n'a jamais été vécu ou qui n'est jamais arrivé, ben, en fait, le modèle va être erroné. Aligné, c'était juste. Il a abordé les deux composantes de l'inadéquation des modèles. Encore une fois, simplement pour viser l'excellence. Sur un candidat plus senior, j'aurais aimé plus de précision dans les termes.
on parle de calibration. Donc le premier problème, c'est le problème de la calibration. On calibre toujours au passé, ça ne préjuge en rien des situations particulières. Et ces situations particulières, deuxième terme qu'il fallait probablement mentionner pour véritablement être dans l'excellence et dans la précision du propos, ce sont les événements rares. Donc effectivement, les modèles sont très peu résilients aux événements rares parce que par définition, ils échappent souvent à la théorie. C'est la grande difficulté de nos modèles. C'est pour ça qu'à chaque crise, on se repenche sur l'adéquation des modèles et c'est pour ça qu'on a mis un certain nombre de procédés en place, la value at risk par exemple, de manière à compenser les risques que les modèles ne savent pas capter. Donc, tu vois, là, il a un très bon niveau de réponse de junior, il a un niveau de réponse senior moyen. Mais encore une fois, on interroge un junior, donc très bien. C'est ça, exactement. Mick, cette année, particulièrement en mois de mars cette année, d'après toi, ils ont performé comment? Eh bien, Et pourquoi je parle du mois de mars? je pense que Question très intéressante de Salomon, puisqu'il pose la question, car Grégoire n'a pas donné un exemple pour illustrer ses propos. Et donc, on aurait très bien pu avoir une réponse de Grégoire en disant d'ailleurs, récemment, au mois de mars cette année, les modèles n'ont pas été efficients en raison justement de l'annonce de Donald Trump sur les tarifs douaniers. Absolument. ça fait évidemment référence aux toutes les déclarations du président des États-Unis, Donald Trump, sur les tarifs et les taxes douanières qu'il veut instaurer à ses frontières. Et la difficulté du modèle, eh bien, c'est d'essayer de savoir dans quelle direction on va aller, puisque certaines annonces sont assez extravagantes, puis elles sont diminuées, puis elles sont maintenues, etc. Le président Trump change assez souvent d'idées sur la question après négociation, etc. Et donc, c'est difficile pour ces modèles d'essayer de prédire ce qui va se passer, ou en tout cas d'en donner une estimation. Malgré tout, pour ce qui est des marchés financiers, eh bien, le marché des actions résiste plutôt bien à ces annonces. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir que même dans une période assez volatile d'après les déclarations du président Trump, eh bien, les actions restent toujours à des niveaux très hauts. Oui, mais justement, est-ce que les modèles algorithmiques ont performé ou pas? C'est ça la question que je vais te poser. Eh bien, D'après toi. cette question, seul l'avenir peut nous le dire, puisque pour l'instant... Il n'y a pas que l'avenir. Les performances. Il n'a pas compris le concept de PNL. En fait, ouais, c'est très drôle. Seul l'avenir peut nous le dire. Et je pense que tout le monde s'est tapé une barre. De toute façon, là, on le voit hein, sur le. Moi, je suis mort de rire, Salomon aussi. Non, mais c'est vrai que seul l'avenir peut nous le dire. C'est vrai que c'est pas une réponse qu'on attend. Mieux vaut essayer soit de dire qu'on sait pas, parce que c'est vrai que l'avenir va nous le dire. Vraiment une réponse assez générique. Enfin, on peut faire ce parallélisme très rapide en mode croyance, finance, etc. Et donc, c'est pas vraiment l'image qu'on veut refléter lorsqu'on est candidat. Sont publiés déjà, mais bon, c'est pas grave. J'essaye de te faire réfléchir sur cette notion de volatilité de modèle et le fait que donc, le mois de mars a été un mois, on va dire, outlier, comme on dit en anglais, c'est un mois extrême. Donc d'après toi, les modèles ont réagi comment dans ce genre de mois? Bah forcément, c'est plus dur pour les... On voit que Salomon, là, il veut pas le lâcher. Il est sur ses côtes. Parce qu'il faut bien comprendre, et là, quand tu es candidat, ça doit éveiller quelque chose. Ce membre du jury, par 3 fois, il pose la même question. Il commence quand même par une question anodine en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé cette année ?» pour l'amener à dire « Ça s'est passé de telle manière » et donc faire le lien avec les modèles n'ont pas performé, etc. Il n'y arrive pas, donc Salomon revient à quelque chose de plus explicite. Bon, est-ce que les modèles ont fonctionné en mars? Il n'y arrive pas, et là, il revient encore plus. Donc, vous voyez, là, quand vous êtes en entretien, il doit y avoir une petite clochette qui sonne quelque part dans votre esprit. Ça fait 3 fois qu'on me pose la même question de manière différente. On m'amène vers la réponse. Donc, je ne peux pas me tromper. Il faut que je joue le jeu, il faut que je sois précis, il faut que j'intègre aussi le contexte, sans se démonter. Ce qui est bien avec ce candidat, c'est qu'il garde son sang-froid tout le temps. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On voit qu'il n'est pas stressé, il s'effondre pas. Exactement. Et ça, c'est quand même très, très, très appréciable, Ouais. surtout en finance de marché. Tout à fait. Quand tu es dans le jus et qu'on va te demander X ou Y travaux très rapidement, il s'effondre pas sous la pression. On voit qu'il arrive à la prendre et sa réponse n'est pas impactée par les questions de Salomon. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien. Là, on sent bien que le jury a une attente, et donc si on ne répond pas à cette attente, on perd des points. Et malgré tout, il garde un cap. En revanche, là, il faut vraiment être attentif, parce que quand on vous pose plusieurs fois une question, vous n'avez pas trop le droit à l'erreur. Lorsque les facteurs d'incertitude augmentent, puisque un modèle il est très bon et il s'inspire, il est entraîné sur des choses qui ont eu lieu dans le passé. Donc si ces événements sont amenés à changer, forcément le modèle va s'éloigner des données d'entraînement et donnera un résultat différent. Tu as parlé de volatilité sur le marché des actions, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui, du coup, m'a interpellé. Concrètement, à combien tu estimes un bon niveau de vol? Bon, la petite question rapidement, hein, pour savoir si, et ça on l'a énormément posé dans les entretiens de The Finance Games,
Avoir des ordres de grandeur, c'est super important. C'est ce qu'on vous demande. C'est comme ça qu'on construit également de l'intuition. Un ordre de grandeur d'une volatilité sur le marché equity, c'est quelque chose qu'il faut avoir au même titre que sur les comos, que sur... Bon, les comos, ça change énormément selon... Non, mais même, on a ce qu'on appelle des régimes de volatilité sur toutes les classes d'actifs. Donc, il n'y a pas besoin de connaître la valeur des implis de tous les contrats forward. Simplement, comme tu le dis, des ordres de grandeur. Et je vais aller dans le sens de ce que tu dis. La question des ordres de grandeur est fondamentale. Beaucoup de candidats se décomposent quand on leur demande des calculs, lorsqu'on leur demande des estimations. Et puis, j'ai vu des candidats aussi disant j'ai aucune idée de la capitalisation financière de LVMH. Maintenant, si vous dites ça, vous êtes au niveau 0. Si vous donnez la capi, vous êtes au niveau 3. Entre le niveau 0 et le niveau 3, il y a plein de niveaux. Il y a notamment un niveau qui dit je ne le sais pas, mais je sais par exemple que LVMH est une des plus grosses capitalisations. Et il se trouve que je connais celle d'une entreprise qui est plus petite. Et là, on se dit, le candidat, c'est pas, mais quel bonheur d'avoir quelqu'un qui essaye de trouver des proxys. Qui réfléchit. Et simplement, même s'il finit très loin, même s'il finit à 1000 milliards de différence, je m'en fiche. Il a gagné des points extrêmement précieux. Mon conseil, c'est ne dis jamais je ne sais pas. Dis toujours je ne sais pas, mais je peux essayer d'imaginer quelle serait la valeur la plus proche. Et ça, c'est merveilleux. Quand j'ai ça, moi, ça me fait un bien fou. C'est ça. S'appuyer sur ce qu'on connaît déjà afin d'aller chercher la bonne réponse. Je suis totalement aligné avec toi. Qu'entendez-vous par bon niveau? Est-ce que c'est un niveau élevé? Un niveau, disons, Ouais. avant mars et après mars. Sur, par exemple, c'est l'action que tu veux, qui a été impactée justement par les tarifs douaniers, puisque tu viens de le dire, il y a eu une incertitude liée à ces annonces-là. Je voulais avoir un ordre de grandeur du niveau de volatilité avant et après. Par exemple, pour un bon indice de volatilité, on peut prendre le VIX, Très bien. qui, dans des périodes stables, est autour des 12-15. Mhm. Et lorsque la volatilité et l'incertitude augmentent, il va plutôt être au-delà de 20. Très très bonne réponse. Il sort l'indice du VIX, l'indice de la peur, il donne un niveau, il dit voilà, donc je pense qu'avant c'est 12-15, après c'est un peu plus, et par conséquent on comprend que il sait ce qui se passe, comme tu disais, enfin on vient d'en parler, il nous rassure. Et comme tu le dis, ce n'est pas grave si au lieu de dire 45 en période de stress, il dit 20, Ouais. finalement, il a au moins eu la présence d'esprit de citer une référence qui est tout à fait acceptable et de comprendre qu'effectivement, c'est une jauge du niveau de volatilité, de bien raisonner sur la manière dont la vol évolue. C'est déjà très bien. Et là donc pour vous donner justement 2 crans d'analyse, sur un senior, on va attendre quelque chose de beaucoup plus précis. Bien sûr. Petite pause. Pour celles et ceux qui veulent s'orienter en finance et qui sont vraiment motivés, vous pouvez bénéficier d'un appel gratuit. Et lors de ce rendez-vous, vous ferez le point, mais vous aurez aussi accès à une offre exclusive de notre partenaire Derivatives, un organisme spécialisé dans la préparation des entretiens en finance de marché. Et pour le M&A, nous travaillons également avec un organisme qui met à disposition des experts encore en poste pour vous accompagner dans votre préparation. Les experts sont très qualifiés, les cours sont très pratiques, ce qui amène à des résultats excellent. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à flasher le QR code qui apparaît à l'écran ou bien à cliquer sur le lien en description. Tu as mentionné le président Trump et les tarifs douaniers. Est-ce que tu connais la formule qui a été utilisée justement par l'administration pour les calculer? C'est fou parce que là, cette question, c'est exactement ce dont on parlait à l'instant sur le fait de ne pas savoir, dire je ne sais pas, mais je peux essayer de la trouver. Exactement. C'est exactement cette question qui vient illustrer ce que tu disais et c'est marrant parce que du coup ça s'est bien enchaîné. Non, je ne saurais pas vous donner la formule. Après, je sais qu'il a annoncé beaucoup de taxes différentes en fonction des secteurs. Et donc, je sais Alors, je pas. parle des barrières douanières vis-à-vis des pays. Alors si tu la connais pas, Non, je la connais pas. et que tu étais le conseiller du président Trump, Oui. tu avais 3 minutes parce qu'il n'a pas beaucoup plus de temps, quelle formule tu conseillerais? C'est une bonne question. Ça dépend des Alors je suis content qu'ils me disent que c'est une bonne question. Évitez de polluer, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour réfléchir. Les hommes politiques aiment bien insérer, tu vois, c'est ce qu'on appelle des éléments de discours puits, c'est-à-dire des mots qui ne servent à rien. C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée, cher monsieur, pour avoir le temps de réfléchir. Mais eux, ils ne font pas de calcul. Eux, ils cherchent leurs éléments de langage. Quand vous êtes un candidat et qu'on vous demande une réflexion, c'est pollutif d'avoir cette stratégie rhétorique-là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps en disant je ne connais pas cette formule. En revanche, effectivement, je peux essayer de réfléchir avec vous, conduire un raisonnement. Et là, vous prenez quelques secondes, sereinement, et vous commencez à enclencher une réflexion interne. Et ensuite, vous reprenez le discours. Faut pas hésiter. Je sais que souvent, les candidats ont peur de laisser un silence, mais c'est un silence pour de la réflexion, c'est très impressionnant. Quelqu'un s'arrête et sort une réponse. Ouais, Sublime. c'est vrai que le silence suivi de la bonne réponse, C'est Ça- vraiment- ça fait quelque alors là, chose. c'est tout gagné. Et donc ça, vraiment conseil. Moi, j'en veux plus à un candidat qui essaye de meubler, qui raconte n'importe quoi, qui essaye de me noyer. Quelqu'un qui prend le temps de la réflexion et qui dit voilà, moi j'ai posé ça, ça et ça. Et ensuite, on fait le raisonnement ensemble. Alors, et qu'est-ce que tu penses, parce que ça c'est une vraie question et on peut avoir un avis différent sur ça, qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir par exemple un brain teaser, on te pose un brain teaser, est-ce que tu es là dans la logique de te dire bon bah je parle pas, je dis rien,
je réfléchis de mon côté et je sors la bonne réponse. Ou alors, moi, ce que je préconise pour les brain teasers, c'est de faire des raisonnements à voix haute en disant, vous avez posé un brain teaser, combien il y a de 9 entre 1 et 1000. Soit on fait justement ce raisonnement de se dire, bon, je dis rien et je donne la bonne réponse, mais donc pendant 2-3 minutes, le temps que ça te prend de compter les 9 finalement, ou en tout cas d'établir une stratégie pour avoir les 9, et bien finalement, tu n'as pas de réponse. Ou alors, tu dis, bon, bah, entre 1 et 100, et donc en fait, tu réfléchis à voix haute. Toi, qu'est-ce que tu préconises? Alors, moi, je préconise personnellement de réfléchir à voix haute sur ce genre de questions. Alors moi, quand je donne des brain teasers ou des guesstimates, je propose toujours aux candidats de prendre quelques secondes de réflexion. Donc moi, ma réponse, c'est d'abord toujours de prendre quelques secondes, mais des petites secondes, de manière à commencer à redonner sa pensée sereinement. Et ensuite, effectivement, il faut toujours, très vite, il ne faut jamais laisser, quand je parle de silence, c'est quelques secondes, hein. Ok. Entendons-nous bien, sinon c'est horrible. Parce que c'est gênant sinon. Ouais. Ou alors vous êtes vraiment bon, vous savez qu'en 15 secondes, vous êtes capable de computer et de sortir la réponse parfaite. C'est aussi impressionnant. J'ai quasiment jamais rencontré de candidat comme ça. Le mieux, c'est vraiment quelques secondes pour ordonner sa pensée, sa stratégie de réponse. Et ensuite, de toute façon, un raisonnement, ça se fait à l'oral. Parce que comment voulez-vous qu'on comprenne la manière, le cheminement de pensée et valoriser votre réflexion au détriment de la réponse si vous ne partagez pas? Donc, bien évidemment, le conseil ultime, c'est quelques secondes de réflexion rapide. Vous ordonnez votre pensée, votre stratégie de réponse et ensuite, conduisez une réflexion à vote, c'est ce qui est attendu par le jury. L'objectif du président, on peut penser que son objectif est de rééquilibrer la balance commerciale, Voilà. comme c'est le cas avec des pays par exemple comme la Suisse. Et donc peut-être la bonne formule serait une formule qui amènerait à la balance commerciale des deux pays à se rééquilibrer. Alors, donne-la-moi. Euh, Il te reste 1 minute 30. Après, le président est réuni. Il fait la sieste après. Il va au golf. S'il est réveillé. eh bien, si on prend Il reste 45 secondes. les importations, on va prendre un pays par exemple la Suisse, on va regarder combien. Je m'épose rapidement. Je trouve que ici, ça illustre encore une fois ce qu'on disait. Il s'effondre pas, il tient le raisonnement, il continue de réfléchir. Toi, t'es là, tu lui mets un pressing digne de Sergio Ramos la surface. Prime. Je trouve que c'est très rassurant. Tout à fait d'accord. Et le pressing, c'était ce petit moment dans le reste de l'entretien. On avait un rythme beaucoup plus détendu. J'aime bien tester aussi la manière dont les gens réagissent en situation de petit stress. Bien sûr. Là, j'ai simulé une situation théorique de manière à l'amener un petit peu à réfléchir dans un temps plus limité parce que dans les salles des marchés, ça arrive extrêmement fréquemment. Quand on est trader, c'est presque tout le temps. Les États-Unis importent de biens de ce pays. On va mettre une inconnue par exemple X pour les tarifs douaniers et on va faire la même chose et on va calculer pour un X donné combien est-ce que cette taxe rapporterait plus d'argent aux Ça États-Unis. 15 secondes. Et lorsqu'on aura équilibré les deux, il suffit juste de résoudre l'équation. Bah, et donc, il reste 5 secondes. Bah, on n'a pas de formule. Ok, donc passons toujours sur les États-Unis. Donc, moi, je vais te poser des questions assez simples, donc pas de pression. D'accord. Qui est le président de la Fed? C'est Jérôme Powell, D'accord. Et son homologue pour la BCE? Christine Lagarde. Tu m'as parlé d'un module ou d'un chapitre que vous aviez à l'NSAE, économie et Bancaire et bancaire. financière. Bancaire et financière. C'est ça. Moi, je voulais te poser une question. C'est qui le ministre de l'économie actuel en France? Pas sûr d'avoir. Ça, c'est pas sympa parce qu'ils changent toutes les 2 semaines. Effectivement. Mais tu sais que quand je pose la question, ça faisait 7 ans que oui, bien sûr. c'était le même. Voilà. Et là, en fait, on a eu genre 4 ministres de l'économie depuis. Quoi. Son nom, je pense que si je dis son nom, ça va être l'ancien. Donc, L'ancien? ministre des Finances, Bruno Le Maire. Le nouveau, c'est Éric Lombard. D'accord. Toujours pour continuer un peu dans la culture générale financière, qu'est-ce qui s'est passé en 2011 En 2011. sur les marchés? Euh, Alors, essayons 2008. 2008, la crise. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 sur les marchés? Alors ça, c'est vraiment un classique. Connaître les grands moments de l'histoire économique. Pour moi, mon conseil, c'est qu'il y a 2 choses qui sont des incontournables de la préparation de tout entretien. Que vous soyez analyste financier, en M&A, que vous alliez faire du DCM, le minimum, c'est de comprendre les grandes évolutions des marchés, c'est-à-dire l'année qui vient de s'écouler. Voilà, les grandes variations, les grandes décisions macroéconomiques, ça prend pas beaucoup de temps. Maintenant, avec l'IA, vous pouvez quasiment demander une réponse toute faite. À l'époque, il fallait chercher un peu. Et puis là, l'histoire de ces 20-30 dernières années, les grandes crises. Donc, vous avez 2008, la crise des subprimes. Vous avez, au tournant entre 2012-2013, la crise de la dette souveraine. Et donc, tous ces moments-là, il faut les connaître, il faut savoir en parler. C'est quand même assez fondamental. Je suis totalement d'accord. Pour aller un peu plus loin, la bulle Internet, enfin... Voilà, ces trucs-là, 2000, c'est- la crise. Voilà. Enfin, Et même disons qu'on peut pas reprocher à un candidat, je dirais moi jusqu'à 2000, de 2000 à 2020, voilà, le Covid, enfin Voilà. et savoir comment ça a impacté la classe d'actifs dans laquelle vous souhaitez postuler. Par exemple, il y a, je sais, un autre candidat, donc la personne qui venait d'HEC, Lies, sur le Covid, qui a eu une très bonne réponse sur les prix du pétrole, pourquoi ils étaient négatifs, Covid, prix du pétrole négatif, tu veux travailler en Como, c'est un incontournable. Tu sais que tu vas te faire cuisiner sur cette question-là. Absolument.
et des subprimes. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus très rapidement en 30 secondes en quoi ça consiste? Très rapidement, les banques avaient financé des prêts hypothécaires pour les Américains. Et lorsque le marché de l'immobilier a grandement diminué, les contreparties de ces prêts ont perdu aussi en valeur. Et donc, après une réaction en chaîne, la partie collatérale des prêts ne valait plus rien. Donc, les gens faisaient défaut et les banques étaient sans argent. Et pourquoi on a cru que finalement la valeur de ces collates n'allait jamais baisser? Eh bien parce que d'une part, ils étaient adossés au marché de l'immobilier. Donc tant que le marché de l'immobilier se portait bien, la valeur des collatérales était assurée. Et il me semble que ces titres étaient regroupés et un peu mélangés. Donc peut-être que ça a atténué la visibilité que les gens avaient sur les potentiels dangers qui étaient derrière. Tu vois, là, on a encore une illustration. À chaque phrase, il est toujours intéressant ce candidat parce que il est toujours un peu imprécis. C'est-à-dire, il sait ce qui se passe, mais là, on attend de parler de titrisation, voire même de citer quelques instruments, sans être expert, mais savoir ce que c'est qu'un CDS, un CDO. Alors, CDS, c'est vraiment le minimum. Mais là, au moins un CDO, de manière à montrer qu'effectivement, votre culture, c'est pas simplement un saupoudrage. Donc là, on imagine qu'il comprend, mais il est toujours imprécis dans ces termes. On est quand même dans un domaine de précision. Il ne faut pas hésiter à exemplifier, à aller un petit peu plus loin que la simple description. Ouais, alors moi, pour rebondir sur cette question, c'est vrai que je trouve qu'il manque un peu de précision, en fait, de vocabulaire plutôt spécifique. Après, expliquer la crise des subprimes de cette manière pour un candidat junior, c'est déjà excellent. Tout à fait. On voit qu'il comprend, on voit qu'il sait d'où ça vient, on voit qu'il a vu le film The Big Short. Est-ce qu'il peut t'arriver qu'un taux d'intérêt soit négatif? Oui, ça arrive de temps en temps. Et tu peux m'expliquer pourquoi? Pour des occasions assez extrêmes, par exemple après le Covid, pour relancer et vraiment inciter l'argent à être par exemple prêté aux entreprises, on peut avoir des taux négatifs pour entre guillemets forcer les gens et rendre le coût de détenir sa monnaie sur son compte en banque supérieur à celui de le faire travailler, le prêter et rendre service à l'économie. Alors pour la petite histoire, il était déjà négatif avant le Covid. Mais en effet, c'est un bon exemple où justement la BCE pourrait avoir des taux négatifs ou une banque centrale après un événement de ce genre pour justement redynamiser l'économie. Absolument. Je te donne 1 million d'euros. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? C'est une question assez difficile. Je pense que on ne peut pas passer à côté du secteur des technologies. En ce moment, même s'il est sur des niveaux assez historiques, je pense que sur le long terme, c'est toujours un secteur d'avenir. Donc forcément, il faudrait peut-être placer une partie sur un produit lié à ce secteur. Après, en termes de... Je ne sais pas si vous voulez que je réponde plus en termes de secteur ou en termes de produit. Typiquement, comment tu t'exposerais au secteur de la tech US, imaginons, Oui. on prend un exemple, via quel produit tu t'exposerais toi? Ça dépend du niveau de risque que l'on souhaite, mais on peut imaginer un... Bah, toi particulièrement, avec les 1 million d'euros qu'on te donne, Oui. aujourd'hui, dans ta situation, on te donne 1 million d'euros, t'es étudiant à l'ENSAE, tu rentres en deuxième année, on te donne 1 million d'euros. D'accord. Tu vas toujours dans l'imprécision. Ma question était simple. Je te donne 1 million d'euros, qu'est-ce que tu fais? Ça dépend quel niveau de risque on... Ben non. Quel est ton niveau de risque acceptable? Donc, il nous a beaucoup fait perdre de temps en n'étant pas toujours dans le mille. C'est un peu la faiblesse de ce candidat. Mais à chaque fois, quand on le recadre, quand on reprécise les questions, il arrive, tu vois, à fournir une bonne réponse. C'est pour ça que c'était un entretien vraiment de très bonne qualité. Attention quand même, les jurys sont dans la position du jury. Et quand on est jury, on pose des questions précises, généralement. Donc, on attend des réponses aussi précises. Ça peut être une stratégie parfois de certains candidats, ce qui peut être agaçant pour gagner du temps. Mais encore une fois, il vaut mieux prendre le temps de la réponse plutôt que de répondre du tac au tac et d'être piégé en répondant vaguement pour gagner du temps, pour que la personne repose une question. C'est pas une bonne stratégie, ça agace au bout d'un moment. Et là, toutes les questions, il y a un peu ce petit travers-là. Donc encore une fois, on est dans le micro-détail, parce qu'on cherche les meilleurs P&L makers et on veut former les meilleurs P&L makers. On est déjà très bien, parce que le premier niveau pour un junior, c'est des bonnes réponses, c'est une assurance, c'est toutes les qualités qu'on a décrites. C'est ça. Et moi, j'ajouterais un truc, c'est que cette posture, elle est rassurante dans le sens où, en fait, ça montre une qualité de Grégoire, c'est qu'il est prudent. Il est prudent dans sa réponse, il est prudent dans son approche. Attention, justement, que cette prudence, parfois, elle soit pas trop exagérée, mais c'est quand même rassurant de voir quelqu'un qui, justement, va se poser les questions, va se dire, OK, quel niveau de risque on veut, machin. Mais c'est quand même une approche prudente qui est rassurante. Attention à ne pas trop avoir toujours... recontextualiser la question à chaque fois, quoi. Et petit mot sur cette question, comme ça on ne met pas pause 2 fois d'affilée. Je trouve que cette question, c'est un classique d'entretien. C'est-à-dire, on vous donne 100 000 euros, on vous donne 1 million d'euros. Il faut savoir comment vous allez les investir pour vous différencier, peut-être dire un petit truc au jury, et ça passe vraiment bien si derrière, vous avez assuré une réponse, je dirais solide, dans le sens où vous avez expliqué comment vous allez investir ces 1 million d'euros, sur quel secteur,
quelle géographie, quelle thématique, avec quel produit, etc., etc. Donc c'est une question qui se travaille et qui est liée à la macroéconomie. Et sur ce type de questions, il y a une énorme différence qui peut s'effectuer entre vous et les autres candidats. Ouais, absolument. Pour la petite histoire, c'est une question qu'on m'a posée lors d'une rotation sur le desk de matières premières, c'est un hasard, chez Goldman Sachs. Et c'est 2 traders seniors qui m'ont dit, voilà, si je te donne 1 million, qu'est-ce que tu fais? Et moi, j'ai sauté 2 pieds dedans en parlant d'investissement Como. Et ils se sont regardés, ils sont vraiment fichus de ma gueule en disant, mais on te donne 1 million, pars aux Bahamas, qu'est-ce que tu fais à investir? Et au lieu de comprendre que c'était une blague, moi je l'ai mal pris. Je dis, bah non, voilà, on me donne un entretien, donc je vais investir. Il faut savoir avoir du recul. Par ailleurs, je crois que j'ai beaucoup réfléchi à cette question, parce que ça m'avait traumatisé à l'époque. En fait, vous pouvez toujours jouer les deux tableaux, hein. Un tableau très humain en disant, voilà, si j'avais pas besoin d'investir, voilà ce que je ferais. Ce qui permet de parler d'une passion, montrer votre ouverture. Et si je devais les investir, voilà ce que je ferais. Et là, c'est la réponse plus sérieuse. Voilà la bonne réponse, la réponse parfaite. Alignée. Je fais concrètement. Il y a plusieurs possibilités. Je pourrais, J'arrête là, ça y est. je pourrais par exemple acheter un autocall et avec la partie risquée, là, miser sur une bonne performance des entreprises du secteur de la tech US. Okay. Ou alors simplement acheter des stocks de plusieurs entreprises ou un indice. Ou alors par exemple plusieurs indices j'ai parlé de la tech, plusieurs indices du secteur de la tech de pays ou de régions du monde différents pour essayer d'être un peu plus diversifié. Donc full equity, ça, Salomon va pas être content. Non. Enfin, acheter un autocall sur la tech, pourquoi pas? Mais très sincèrement, c'est pas ce qu'on attend. Un autocall, ça sert des coupons. Donc, vous cherchez la tech, vous cherchez de la vol, vous êtes boldy et vous avez envie d'aller prendre la hausse insolente du secteur. Sinon, allez sur un autre secteur. Par ailleurs, le secteur de la tech, c'est compliqué, c'est très valorisé. Ça présente un énorme risque de skew. Ce qui veut dire que si le marché corrige, là, les PDI vont vous coûter très très cher. C'est une réponse un peu étrange. Ou alors, si vous l'assumez, et vous avez le droit, à ce moment-là, il faut vraiment l'étayer. Parce que là, c'était pas naturel du tout. Non, on cherche des produits de performance et pas des simili fixed income comme l'autocall. D'autant plus que moi, je connais un petit peu ce genre de strat, puisque je suis très souvent en contact avec des candidats. Et en fait, on a envie de montrer qu'on connaît des produits. On a envie de montrer qu'on connaît l'autocall, le produit le plus phare en France, parce que c'est un gros marché. Donc, on a envie de placer ce mot technique. Alors, 2 choses. Premièrement, il faut le mettre quand vraiment il y a lieu d'être. Honnêtement, vous avez 1 million d'euros. Vous n'allez pas faire des autocalls, sachant qu'on est junior et que c'est 1 million d'euros. C'est sûrement le seul million d'euros qu'on a. On ne va pas aller le mettre sur un autocall, comme tu disais, avec un PDI. Ce n'est pas le produit, justement, le plus instinctif. Deuxième risque de faire ça, et là je parle pas du tout d'investissement, je parle du jury qu'on a devant nous. Moi j'étais sur un desk où on traitait les autocalls, donc je connais très bien ce produit-là, et en fait lorsque vous allez dire un produit que l'un des membres du jury connaît très bien, potentiellement vous lui donnez justement la possibilité de vous faire cuisiner pendant des minutes, de longues minutes, sur les autocalls. Il y a une énorme différence entre le fait de laisser le jury vous dire est-ce que tu connais un autocall et la différence entre dire moi j'investirais sur un autocall, parce que du coup ça implique une compréhension supplémentaire, une compréhension beaucoup plus profonde du produit. Absolument. Et donc, les questions vont être totalement différentes. Donc, mon conseil, ça serait vraiment de faites attention sur les produits que vous mettez en avant et tous les produits que vous mettez sur votre CV ou lors de votre présentation ou bien que vous citez lors d'une question, il faut absolument les maîtriser. Sinon, si vous avez un expert devant vous qui connaît ce produit, vous allez vous faire massacrer pendant des longues minutes. Alors, c'est quoi cette annonce? Tout d'abord, ce projet, c'est le résultat de vos commentaires, de vos retours et surtout de vos messages que l'on reçoit chaque jour de candidats ultra motivés qui veulent rejoindre la compétition. Alors, avec les membres du jury, on a décidé d'organiser un événement unique. Une journée d'entretien exceptionnelle au cours de laquelle nous sélectionnerons un seul et unique candidat qui rejoindra directement les demi-finales de The Finance Games. Si vous pensez être capable de rivaliser avec les meilleurs, si vous pensez pouvoir tenir tête au jury, alors on attend votre candidature avec impatience. Et pour postuler, c'est très simple. Vous pouvez scanner le QR code qui est affiché à l'écran, nous envoyer votre CV à candidat@thefinancagames.com ou cliquer sur le lien en description. La participation est 100% gratuite et vous avez jusqu'au 7 janvier pour postuler. On a vraiment hâte de vous rencontrer et c'est à vous de jouer maintenant. Non, il a dit avec la partie risquée. Il sous-entendait que c'était une autre partie. Donc il y a une partie. Une partie auto. D'accord, ok. My bad. Autant pour moi. Donc moi je laisse la partie autocall pour après, parce que tu l'as mentionné. Bah écoute, je remarque qu'encore une fois, il n'y a pas place au loisir. C'est full investissement. Bon bah écoute, c'est très bien. Tu pourras partir à la retraite avant tes camarades. C'est cool. Bon, est-ce que tu as une dernière question peut-être Salomon sur la partie macro? C'est quoi un zéro coupon? Un zéro coupon, c'est une obligation qui ne va pas verser de coupon intermédiaire, uniquement le dernier coupon. Et, donc par exemple, si je veux qu'on me rembourse 100 € ou 100% du notionnel à une date ultérieure, bien on va calculer avec le taux d'intérêt actuel combien je dois payer maintenant. Et en payant cette somme, par exemple 96%,
du notionnel, j'aurai 100% à l'échéance. Tu dis qu'il n'y avait pas de coupon et après tu dis que le 0 coupon verse que le dernier coupon. Il y a un coupon unique qui correspond à la maturité. Pardon. Il vaut combien ce coupon? Il vaut combien ce coupon? Il vaut, Dans le cadre de ton 0 coupon qui vaut 96% maintenant. il vaut 4%, plus les 100% initiaux. Donc il vaut 104% de ce que j'ai, plus ou moins. Donc ton flux de paiement à la fin, c'est combien? Imaginons, tu achètes ton obligation, un exemple, 960 000 euros. Oui. À la fin, on te rembourse combien? 1 million d'euros, pardon. Et le fameux 4%, le 104 que tu mentionnais? On me rembourse, exponentiel de moins 4%. Là, c'était vraiment drôle. Je m'en voulais un peu parce que. En vrai, il a la bonne glissé. réponse. Il a glissé. Il commence à se noyer sur quelque chose qu'il maîtrisait complètement. Il maîtrisait complètement et en fait, tu lui as posé la question traître de dire non mais attends, tu dis qu'il y a un coupon. En fait, c'est combien le coupon? Et en fait, il dit 4%. Et là, je me suis dit c'est bon, il est Et parti. après, il commence à partir 104. Non, mais là, il a etc. glissé. Donc là, et encore une fois, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il avait compris, c'est simplement, il ne prend jamais le temps de réfléchir. Il est toujours du tac au tac. Et ça, c'est pas bon parce que là, il avait la bonne réponse. Donc, une petite seconde pour se recentrer. Ça permet de poser un petit peu les choses, de redonner du rythme, de la sérénité à l'entretien. Ça permet surtout d'éviter ce genre d'erreur très, très gênante. C'est ça. Et puis, il faut savoir que le zéro coupon, c'est l'outil le plus simple en fixed income. C'est l'un des outils les plus simples en fixed income. Et ce qui est dommage, et c'est une erreur qui peut arriver, et je pense qu'il nous est déjà tous arrivé, c'est justement d'avoir la bonne réponse et de se mêler les pinceaux. Voilà. C'est très compliqué. Fois la maturité, fois le notionnel que moi j'ai mis. Ça fait combien? Et donc là, on a vu le petit Salomon qui fait un geste avec sa bouche. Non, en fait, de vouloir s'en sortir avec une formule mathématique, ça, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Ça fait à peu près 1 million d'euros, pour l'exemple. À peu près. Mais ça passe où le reste? Parce que moi, si je me fais rembourser, j'ai envie de savoir combien on me rembourse. Et là, apparemment, il y a un flux Non, c'est un flottant. développement limité, mais... C'est un développement limité, c'est-à-dire. Ouais, Oula. là, on est parti loin, là. Ah, mais c'est là, fou, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Ouais, là, il a glissé, il était sur la luge. Des fois, zéro coupon, ça veut dire Pas de coupon. c'est marqué dedans. On te rembourse vraiment 100% à la Zéro fin. coupon. Et le 4%, il n'y a pas de... Pas de développement limité. Tu payes la valeur discomptée. Non, mais je me suis embrouillé dans rembourse le l'explication. nominal. C'était pour justement mettre en lumière... Je crois qu'on était tous soulagés parce qu'on Oui. avait de la peine pour lui. On s'est dit que c'était pas la Mais peine. surtout qu'il connaissait la réponse. Bien sûr. Il connaissait la réponse. Mais bon, c'est un peu le jeu des entretiens, notamment en finance de marché, parce que ce sont des situations qui arrivent. Elles sont arrivées à tous les traders, à tous les sales, à tous les ingénieurs financiers. C'est quoi ton prix? C'est ça? T'es sûr? Parce que je pensais que c'était pas du tout ça. Et là, vous retrouvez, vous avez quelques secondes. Si vous vous trompez de 4%, et que le notionnel c'est 100 millions d'euros, c'est 4 millions d'euros de paume de PNL, je vous garantis que ça va se savoir. C'est très ennuyeux. Et donc, c'est pas simplement pour le plaisir d'ennuyer un candidat. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation. Hein. Et je vous garantis que les clients vous feront pas de cadeaux. Donc, il faut avoir cette sérénité d'esprit, cette clarté d'esprit de manière à un moment à dire je step back. Je vais prendre le temps de la réflexion, je connais la réponse, comme ce candidat qui connaissait la réponse. Et ça montre aussi une espèce de maturité sur la réflexion. Bon, après, encore une fois, on souligne quand même la sérénité du candidat. Ça arrive à tout le monde de s'en mêler les pinceaux. Le réflexe, c'est pas de sortir la formule mathématique avec exponentielle, parce que là, on plonge encore plus dedans. Ça peut arriver, donc c'est pas très grave. À la fin, il a donné la bonne réponse. C'est pour justement mettre en lumière que tu te rendes compte que justement tu t'es bien égaré. Écoute, passons, donc c'est une belle transition pour la partie technique. Tu préfères les contrats futurs ou les options? Les options. Allez, partons sur les options alors. Est-ce que tu peux me donner l'impact des taux d'intérêt sur un call? Oui, je propose de raisonner sur le prix forward. Les taux d'intérêt, si les taux d'intérêt augmentent, ils vont faire augmenter le prix forward, et donc sur un call, on va être long des taux d'intérêt. Et qu'est-ce que tu fais de la double actualisation? Parce que du coup, les taux ont augmenté. Oui. Tu dois aussi actualiser la prime de ton call. Oui, pour montrer que c'est bien l'effet, pour savoir quel effet l'emporte, on pourrait raisonner sur un portefeuille delta hedgé. D'accord. Donc, supposons que j'ai acheté un call et que j'ai vendu delta action pour me hedger. Il faut regarder ce qui se passe si les taux d'intérêt augmentent. Et donc, si les taux d'intérêt augmentent, comme j'ai dit, le prix forward de mes actions va augmenter. Ah, on est encore là-dedans, tu vois. Au lieu de prendre une seconde pour structurer sa réponse, et tout de suite, il dit quelque chose, dans la microseconde. On est sur un portefeuille. Moi, je pensais qu'il allait dérouler quelque chose. En fait, il savait pas du tout où il allait. En fait, non. Moi, je pense qu'il savait où il allait. Et là, le pauvre, il s'est emmêlé encore une fois les pinceaux. Alors, pour remettre dans le contexte, on leur a laissé 2 semaines pour se préparer. Ça, c'est vrai que c'est une question, justement, la double actualisation. Direct, il dit, bon, on passe par le portefeuille Delta Hedge. Très, très bon réflexe. Là où je te rejoins, c'est qu'il veut dérouler ce que je pense qu'il a appris, et ce qui est très bien. Mais la justification, du coup, elle est en 4-5 étapes. Et là, en fait, il en brûle une. Et donc, ça donne cet aspect que tu as remarqué directement, cet aspect de prends le temps de réfléchir, construis ton raisonnement, histoire justement de ne pas te précipiter. Et je suis totalement d'accord avec toi. On va voir un peu comment il s'en sort. Et donc, il va falloir que comment ça va impacter le prix du call? C'est
le prix de la stratégie de couverture. Et donc, lorsque les taux d'intérêt augmentent, d'après le raisonnement sur prix forward, le prix de la stratégie de couverture va augmenter, donc le prix du call augmente. Alors là, tu as essayé de m'embrouiller. Ouais, complètement. Là, tu as essayé de m'embrouiller puisque tu as utilisé le fait de t'as utilisé la formule du prix forward pour expliquer le portefeuille Delta Hedgé. Oui. Ah, non, mais j'ai essayé d'utiliser le prix forward pour montrer la sensibilité Alors ça, oui, du prix de bien sûr. l'action auto, Bien et sûr, donc mec, ouais. de ma stratégie de couverture dans un second temps. Alors ça, je te rejoins, mais l'idée c'est que si tu décides de justifier avec le prix forward, alors il y a une double actualisation que tu dois prendre en compte. Et donc pour justement contourner ce problème-là, tu m'as proposé de raisonner sur un portefeuille Delta Hedgé. Donc si tu constitues un portefeuille Delta Hedgé, tu vas par exemple vendre un call. Et donc pour te hedger, qu'est-ce que tu fais? Déjà dans un portefeuille Delta Hedgé, tu vends un call, qu'est-ce que tu dois faire? Si j'ai vendu un call, j'achète des actions. Delta Action. Delta Action. Ok. Donc maintenant ces Delta Actions, comment tu fais pour les acheter? Tu es sur un desk de trading, concrètement comment tu fais? Tu vas emprunter cet argent. Oui. Sauf que cet argent que tu vas emprunter, ça te coûte plus cher puisque les taux ont augmenté. Donc le coût de ta stratégie de couverture a augmenté. Or, on sait que le prix d'une option est égal au coût de la stratégie de couverture. Donc le prix de ton option a augmenté. Voilà. Et j'ai pas utilisé la formule prix forward. Ok. Moi j'ai une petite question. Donc là on a fait les options. Est-ce que tu sais ce que c'est? Là, c'était exactement ce qu'il fallait sortir comme réponse. Et on voit que quand je lui pose la question, même les expressions faciales montrent qu'il s'est rendu compte qu'il avait loupé justement le coche et qu'il voulait justement se rattraper. Et mon conseil, ce serait vraiment surtout, n'essayez pas d'embrouiller le jury, de vous dire que voilà, en bricolant un truc à droite à gauche, ça va passer, parce que là, vous vous faites attraper, et je vous assure qu'en entretien, il y a certaines personnes qui vous donnent aucune autre indication et qui vous disent juste de manière très sèche, non, c'est pas ça. Et donc là, c'est très compliqué après de se remettre dedans. C'est typiquement le Vega, très rapidement. Oui, le Vega, c'est la sensibilité du prix de mon option à la volatilité. Et mathématiquement, c'est la dérivée première du prix de l'option par rapport à la volatilité. Ok, une question que j'ai posée au candidat précédent, et ils s'en est très très bien sortis. C'est quoi le Vega d'un contrat futur? Moi, je dirais qu'un contrat futur n'a pas de Vega, puisque lorsqu'on rentre dans un contrat futur, on a l'obligation d'acheter à un prix qui est fixé. Donc la volatilité n'a pas d'impact sur le contrat futur. Très bien. Mais ça ne m'explique pas. On veut dire qu'on a l'obligation d'acheter. Pourquoi l'obligation d'acheter fait qu'il n'y a pas de sensibilité à la volatilité? Ah, toi, tu veux aller chercher. Là, je veux être sûr qu'il a bien compris, qu'il ne dit pas des choses à la manière d'un singe savant. Et je lui donne l'opportunité de briller en réalité. Parce que je pense qu'il a compris ce concept. Ça lui permet de montrer son raisonnement. Tu sais, il y a deux manières de répondre à un entretien. Tu peux répondre de manière complètement théorique parce que tu as vu quelque chose, mais tu n'as pas compris le concept. Puis il y a la manière de répondre parce que tu t'es saisi d'un concept. Donc moi, ce qui m'intéressait là, vu que la question était relativement simple, c'est de voir voilà, dans quelle mesure il a vraiment compris. Mais déjà, avoir fourni la réponse, ce sont des candidats qui passent pour souvent les premiers entretiens, parce qu'on les a mis dans la condition d'un candidat expérimenté. Là, c'est des entretiens qu'on fait passer pour des stagiaires de fin d'études, voire des juniors. Ah, mais c'est un niveau qui est très élevé. Donc c'est très très élevé. En fait, simplement là, on essaie d'être générique, c'est-à-dire de pouvoir aider à la fois ceux qui préparent leurs premiers entretiens, ceux qui préparent des choses très exigeantes, des summer internships avec beaucoup d'étapes de sélection, des stages de dernière année, voire des premiers jobs. Donc voilà, bien évidemment, on prend cet exemple qui est particulier pour donner des conseils à tout le monde. Hein. Ça, il faut bien s'entendre là-dessus. Oui, je suis dur sur ce candidat, mais en réalité, dans l'absolu, je ne le suis pas, parce que ça, c'est complètement exigible comme réponse de la part de quelqu'un qui est en fin d'études, par exemple, ou qui a déjà fait un stage. Il y a le prix du contrat futur correspond au spot moins le prix qu'on s'est engagé à payer actualisé. Et donc... Alors c'est pas ça déjà. Oui, je me suis rendu compte parce que sinon ça dépendrait de la volatilité. Et tu vois, peut-être juste nous donner la formule du prix forward. Mine de rien, ça le pousse à raisonner, ça le pousse à prendre le temps, à nous expliquer par quel mécanisme il passe pour donner une réponse. Donc c'est intéressant. Et ça illustre aussi le fait qu'il faut éviter de donner des réponses. On te dit c'est quoi le Vega, c'est Vega plus un call. Ça m'intéresse pas en fait. Et ce qui nous intéresse en entretien, c'est véritablement par quel raisonnement, même un raisonnement simple, intuitif, ça suffit largement. On arrive à une conclusion. C'est ça qu'on va valoriser encore plus. Oui, la formule du prix forward, c'est le spot initial fois exponentiel du taux d'intérêt, moins un taux de dividende, moins un taux repo, le tout fois la maturité restante. Donc donc on ne voit pas sigma dans la formule. Ouais, c'est pas mal. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer intuitivement et sans utiliser de formule mathématique cette fameuse méthode de Monte Carlo? Ça sert à quoi? Oui, en fait, on va faire une simulation Par exemple, on est dans une situation, on veut estimer une probabilité. Eh bien, on va partir du moment où on est et on va simuler ce qui pourrait se passer en utilisant, avec une probabilité égale. Pardon, je vais recommencer. J'ai 5 ans, je suis dans un cours de maths avec toi, tu es mon prof de maths, tu m'expliques. Méthode de Monte Carlo, on va faire une série de tirages aléatoires différents et on va regarder en moyenne quel est le résultat.
Et ce résultat doit correspondre à la probabilité empirique que l'événement arrive. Et donc pourquoi est-ce que Et là, c'est l'illustration concrète que quand il prend le temps de réfléchir, quand il veut pas sortir la réponse instantanément, on voit qu'il arrive à donner une réponse très claire, très structurée, qui justement fait un 10 sur 10. est-ce que ça sert en pricing d'options? Par exemple, on veut pricer un produit plus compliqué qu'un call et on ne peut pas utiliser la formule de Black-Scholes. On va simuler plein de trajectoires différentes que le cours du sous-jacent pourrait prendre. On va calculer pour chaque trajectoire le payoff et à la fin, dans la moyenne, on va trouver le payoff moyen et donc le prix de notre produit. Excellent. Excellent. Très bien. Et on fait la moyenne. Qu'est-ce qui manque pour trouver le prix du produit? Actualisé, Ouais. pardon. Bon, j'ai pas pu m'empêcher quand même. T'es trop fort. Est-ce que tu peux m'inventer une expérience de Monte Carlo pour estimer la valeur de pi? Pour estimer la valeur de pi, pour estimer la valeur de pi, je pense qu'il faudrait utiliser peut-être un cercle pour faire intervenir une formule avec pi. Comment on pourrait faire? Alors, le temps que tu réfléchisses à ça, C'est la réponse sur celle-là? Ah oui. Alors vas-y. Quand on parle de la méthode de Monte Carlo, il y a une expérience qui reste un peu mythique, c'est l'expérience de Bernoulli. Quand tu jettes vraiment comme ça complètement au hasard des aiguilles ou des allumettes par terre, et tu regardes par rapport à un axe l'angle moyen qui est fait par les allumettes, puisqu'elles tombent complètement aléatoirement. Et en fait, ta moyenne converge vers pi moyennant un facteur. Petite pause. Pour celles et ceux qui veulent s'orienter en finance et qui sont vraiment motivés, vous pouvez bénéficier d'un appel gratuit. Et lors de ce rendez-vous, vous ferez le point, mais vous aurez aussi accès à une offre exclusive de notre partenaire Derivatives, un organisme spécialisé dans la préparation des entretiens en finance de marché. Et pour le M&A, nous travaillons également avec un organisme qui met à disposition des experts encore en poste pour vous accompagner dans votre préparation. Les experts sont très qualifiés, les cours sont très pratiques, ce qui amène à des résultats excellent. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à flasher le QR code qui apparaît à l'écran ou bien à cliquer sur le lien en description. quelle est la capitalisation boursière de Nvidia? Un ordre de grandeur. Un peu plus de 3 billion, donc 3 000 milliards, un peu plus. Billion, c'est milliard. Ah oui, Pardon. pardon. Mais c'est le bon ordre de grandeur, donc c'est le plus important. Toujours dans les ordres de grandeur sur les options, imaginons que tu as une option sur Nvidia et supposons que Nvidia vaille 100 €. Combien tu serais prêt à m'acheter une option qui te donne le droit d'acheter Nvidia dans un an à 100 €? Donc, le prix d'un... Oui, pour répondre à votre question, pardon, je peux utiliser l'approximation de la valeur du prix d'un call à la monnaie et je dirais autour de 0,4. 0,4 quoi euros. % du... Donc du coup, en euros, moi je veux en euros. Si le cours d'Nvidia vaut 100 €, je suis prêt à payer... J'ai dit 0,4, je suis prêt à payer 40 €. 40 Non, €. non, ça fait pas de sens. Très dommage. Parce que là, vous voyez que d'un coup, il se souvient de la formule qu'il faut utiliser. Et donc, c'est très très cool quand on est en entretien et qu'on se dit « Ah, mais c'est celle-là la formule que je dois utiliser ». Donc, d'un coup, on voit qu'il est rassuré. Il nous dit que c'est la formule d'approximation du call à la monnaie forward, pardon. Et il suffit donc de restituer la formule. Quand on lui demande l'ordre de grandeur, là, on voit qu'il nous sort 40 € pour une option. Enfin, c'est juste malheureusement pas possible. Donc là, c'est très dommage de se tromper justement sur l'ordre de grandeur. Encore une fois, hein, on sait qu'il est junior et qu'il n'y a pas du tout d'ordre de grandeur, il n'a jamais fait de stage. Mais voilà, on dit ça dans un ordre plus général. Pourquoi ça n'a pas de sens? C'est beaucoup trop cher. Le call est à la monnaie, donc 40 €, c'est beaucoup trop cher pour... En ordre de grandeur, on serait plus autour des 4 €. Qu'est-ce qui me manque dans la fameuse formule que vous avez donnée? C'est... 0... Revenus aux fondamentaux. Oui. Qu'est-ce qui influence le prix d'une option? 0,4 fois le sous-jacent, fois la volatilité, fois la racine de la maturité restante. Voilà. Donc, on peut faire un rapide calcul. On prend S égale 100. Donc, on est toujours à 40. On multiplie par la volatilité. On peut prendre par exemple 20%. Donc, 0,2. Donc, on serait à 0,2 de 40. 40 divisé par 5, on est à 8. Et on multiplie par la maturité, 1 an, donc on est à 8 €. 8 €, très bien. Très très bien. Une dernière question pour toi. Et ça, c'est hyper rassurant de le voir dérouler comme ça, de manière fluide, rapide, et de nous sortir le bon ordre de grandeur, le bon prix, aucune erreur de calcul. C'est rassurant, on se dit, ok, en l'aiguillant un petit peu, il arrive finalement au résultat. Tu vois qu'on parle d'une prime. Une prime, c'est forcément une portion congrue de la valeur de l'actif qu'on veut acheter. Sinon, ça voudrait dire qu'on a une espérance de gain extrêmement importante. Donc là, tu vois, il a eu aussi les bons ordres de grandeur. Donc non seulement il a eu le bon ordre de grandeur, mais ensuite, après, il a pu dérouler la formule qu'il a su retrouver. Donc ça, c'est très bien.
On arrive à la fin de cet entretien, on n'a pas eu le temps de faire les autocolls. Mais j'ai une dernière question pour toi. Donc, l'ENSAE, connu pour les mathématiques, pour la rapidité de calcul, sans nous dire ton numéro de téléphone, est-ce que tu peux sommer tous les chiffres qu'il compose? D'accord. 49. Est-ce que c'est ton dernier mot? « 39, pardon. Il y a un sacré gap. Il y a un sacré gap là. Ah non, déjà, Et ça, c'est un peu difficile parce que le cerveau humain, il n'est pas fait pour manipuler autant de symboles. Donc ça nécessite, en plus de développer un algorithme interne, véritablement, c'est le sang-froid qui va te permettre de mener à bien ce calcul. Le stress est complètement destructif. Et on l'a vu avec certains candidats et candidates. Eh oui, bien sûr. ouais, c'est pas bon. Ouais. « 50. C'est la dernière réponse. C'est la dernière réponse. Très bien. Ouais. T'as utilisé quoi comme méthode pour faire ta somme? J'ai fait la somme des 2 par 2. Parce que intuitivement, quand j'ai mon numéro de téléphone dans la tête, j'ai 0,7, etc., etc. Et donc, vu qu'ils viennent 2 par 2, c'est plus facile de faire la somme 2 par 2. Ok, très bien. Écoute, on a fait les additions, on va faire maintenant les multiplications pour terminer. Donc, tu m'avais dit 49 au tout début. Au tout début, ouais. Donc, faisons 49 fois 51. 49 fois 51, d'accord. Donc, déjà, vous voulez que je vous détaille le calcul ou je réfléchis dans ma tête et je vous donne la réponse? Comme tu veux, mais le plus rapidement possible. D'accord. Euh, 2499. Très bien. Écoute, Grégoire, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci. Alors, la question des identités remarquables, c'est un classique de chez classique. Il faut les connaître, A plus B au carré, A moins B au carré, A plus B à moins B. Tout ça, c'est des classiques. On l'a vu au collège, on déroule. Plus les questions qu'on va vous poser quantitatives sont compliquées, plus il y aura une astuce évidente. C'est ça, moi on m'avait posé par exemple, tu vois, racine carrée de 252 un jour en l'entretien. Et c'est vrai que, tu vois, c'est effrayant. Tu dis, comment je peux connaître la racine carrée de 252? Mais finalement, moi je jouais, tu sais, au jeu où tu devais faire genre 2 et 2, 4, 4 et 4, 8. C'était grave à la mode. J'adorais. Et en fait, je me tuais à ça dans le bus quand j'étais au collège. Et C'est des puissances de 2. en fait, voilà, tu remarques, c'est des puissances de 2. Et Exactement. d'un coup, m'est venu le truc de ah, mais il y avait 256. Exactement. Voilà. Et donc, en fait, tu sais que 256, la racine, c'est 16. Donc, tu te dis, OK, bah, racine carrée de 252, tu vas l'approximer en disant que c'est à peu près 16. Ouais, En fait, personne t'en veut. Et donc, exactement. je sais qu'on avait posé la question, enfin, entre nous, avec Yann et Thomas, on s'était dit la racine carrée de pi. Voilà, la racine carrée Ah de oui, pi. j'avais entendu. Ouais. Ouais, j'avais vu. La racine carrée de pi, tu l'estimes justement en fonction. Oui, tu et sais alors- tu sais qu'elle vaut pas plus que 2, tu sais qu'elle vaut pas moins que. Alors, souvent, pour les estimations, il y a plusieurs méthodes. La méthode, et on l'a tous fait, rappelez-vous vos cours de terminale, c'est la méthode par dichotomie. Exactement. Vous cherchez une borne basse, vous cherchez une borne haute, et après vous bricolez au milieu. Déjà, si vous faites ça, vous êtes vraiment meilleur que 90% des candidats. Donc, on arrive à la fin de l'entretien. Voilà, moi je vais avoir un petit mot pour Grégoire et justement aussi pour recontextualiser tout ce qu'on a dit. Je trouve que Grégoire est l'un des meilleurs candidats de cette compétition. De toute façon, on l'a vu au vu de sa note. Et je pense aussi, au-delà de son niveau et du temps imparti qu'il avait pour sa préparation, je trouve qu'il a un potentiel énorme. Pourquoi? Parce que ça réside dans l'une de ses grosses qualités. Il est prudent, il réfléchit à ce qu'il dit ou à ce qu'il a dit, même si parfois on l'a vu, il a dit un peu rapidement, et donc derrière, il arrive directement à se décoller de ce qu'il dit et à prendre du recul, donc à s'interroger. Et ça, cette capacité-là, elle est très rassurante. Quand on a affaire à un candidat comme ça, on se dit, OK, sur un desk, il va comprendre si un jour il m'envoie tel ou tel travaux, il va savoir que c'est pas du tout le bon ordre de grandeur, qu'il s'est trompé, et donc il va avoir cette autocritique. Et ça, moi, je valorise énormément. Donc, pour la suite, le conseil que je donnerais à Grégoire pour la suite de The Finance Games, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir, de repasser, bien évidemment, un coup sur la plateforme Derivatives pour toutes les notions clés, vraiment être très costaud techniquement. Et puis, justement, peaufiner son projet et faire le lien entre l'académique et le professionnel. Vraiment faire un lien qui est complètement naturel. On sent qu'il est là pour ça. On sent qu'il a totalement sa place parmi nous. Pour terminer sur ma note, je dirais franchement top et hâte de voir la suite. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Samy. Oui, très bon candidat, indubitablement un des meilleurs candidats qu'on a eu. Ce que j'ai apprécié, c'est que, effectivement, très bon sang-froid. Ça, c'est vraiment une très belle qualité. Et puis aussi, très complet. Tu vois, il a été bon sur le fit, il a été bon sur la macro, il a été bon sur le quanti, il a une bonne culture financière,
il s'intéresse aux choses. Et je suis sûr qu'en plus, avec la formation qu'il a, il doit être bon probablement en code et sur des raisonnements plus quantitatifs. Donc un candidat assez complet. Et ça, c'est très très appréciable. Alors, merci Samy d'avoir analysé cet entretien avec moi. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Et puis, ce qu'on vous dit, c'est à bientôt pour un autre entretien. On va sûrement en analyser un autre avec Samy, peut-être celui d'Eli, le candidat de l'EDEC. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ce format vous plaît. Alors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également, si ce format vous plaît, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.